Bonjour à tous. Je voudrais en premier lieu remercier l'Académie de m'avoir donc invité à discuter brièvement de la problématique de la mort subite et notamment de la volonté d'organisation au niveau de l'Île-de-France. Donc effectivement, la mort subite, c'est pas une maladie justement, c'est un mode de décès. Le fait que ce soit un mode de décès complique un petit peu la situation. La mort subite se définit comme un arrêt cardiaque inopiné survenant en l'absence de symptômes ou survenant dans l'heure suivant les premiers symptômes, en l'absence de cause extracardiaque évidente. L'épidémiologie de la mort subite est complètement superposable à l'épidémiologie de la maladie coronaire, puisqu'effectivement, la grande majorité des morts subites sont d'origine coronaire. Ce qui a posé comme problème ces dernières trentaines d'années, le problème que quand on voulait identifier des facteurs prédictifs de mort subite, en comparant un groupe de morts subites à un groupe de morts non subites, on tombait effectivement sur les facteurs de risque de maladie coronaire. Donc maintenant, le challenge actuel est de savoir parmi les coronariens quels sont ceux susceptibles de faire un arrêt cardiaque. Un autre point à garder en tête, c'est que curieusement, contrairement à la fibrillation atriale, la fibrillation ventriculaire est toujours considérée instinctivement comme une condition fatale, probablement parce que on garde en tête que l'on ne peut plus rien faire quand l'arrêt cardiaque survient. Il faut bien garder en tête que donc effectivement, quand on arrive et qu'on intervient précocement, l'arrêt cardiaque ne doit pas être considéré comme une issue fatale. Et enfin, une dernière diapositive pour introduire le sujet, c'est que finalement, si on regarde globalement les différentes stratégies que l'on a pour diminuer le nombre de morts subites, que ce soit en France, que ce soit en Inde ou partout ailleurs, on a différents outils. Soit on attend que l'événement survient et on fait en sorte que le taux de survie soit bien nettement supérieur aux 7% que l'on observe actuellement en France, soit on fait tout pour que l'événement ne survienne pas. Pour que l'événement ne survienne pas, pour être très synthétique, soit on se dit c'est un problème de maladie coronaire, je vais tout faire pour prévenir l'évolution de la maladie coronaire, soit on fait de la stratification du risque, c'est-à-dire qu'on va identifier parmi les patients les plus à risque ceux qui bénéficieraient d'une protection. Et cette stratification du risque a un rationnel maintenant important, puisqu'effectivement, on peut proposer quelque chose aux patients les plus à risque, qui sont soit des médicaments pharmacologiques, soit la mise en place d'un défibrillateur implantable. Alors la mort subite pose beaucoup de problèmes. Effectivement, on a besoin d'avoir des données très précises en termes épidémiologiques, et on va insister dessus dans les 10 prochaines minutes. Pour cette épidémiologie, on a besoin donc de la recherche en population générale. On a besoin de mieux comprendre les mécanismes de survenue de fibrillation ventriculaire sur la cardiopathie ischémique. On a besoin donc de sciences fondamentales, on a besoin de sciences cliniques sur des cohortes de patients hospitalisés. Mais la mort subite, c'est beaucoup plus large. On a aussi une problématique de la prévention chez les apparentés du premier degré. On a une problématique d'éducation et de santé publique, éducation à la population générale aux gestes qui sauvent. On a une véritable problématique d'assistance. Mise en place d'une assistance pour sauver le patient qui fait un arrêt cardiaque, mais pourquoi pas mettre une assistance finalement chez les patients chez qui on sait qu'ils vont de toute façon ne jamais récupérer, mais par contre on pourrait peut-être récupérer leur rein. Et enfin, une dimension importante, en plus de la dimension éthique, une dimension psychologique qui est majeure, puisque la mort subite reste toujours un traumatisme important, que ça soit chez les survivants, mais surtout chez les apparentés du premier degré. Et donc c'est dans cette ambiance un petit peu globale de problématiques très diverses, et on s'est vraiment rendu compte que les problématiques n'étaient pas simplement liées à un problème cardiologique. C'est dans ce contexte que l'on a donc initié le centre d'expertise mort subite en 2011 à l'hôpital Pompidou, qui a donc pour objectif global de fédérer les différentes compétences, aussi diverses qu'elles soient, autour de la problématique de la mort subite, avec différents partenaires, que ce soit des partenaires académiques, des partenaires publics ou des partenaires privés. Et donc effectivement, dans le centre d'expertise mort subite qui est centralisé, il fallait bien le centraliser quelque part au niveau géographique, qui est centralisé sur l'hôpital Pompidou, mais qui est donc le résultat d'une collaboration très large au niveau de l'Île-de-France, nous avons développé, puisque c'est le sujet aujourd'hui, un programme de recherche en population générale
pour mieux comprendre l'épidémiologie de la mort subite. Et on utilise donc différents outils, que ce soit des registres, que ce soit des suivis de cohortes de patients. On suit par exemple 10 000 patients pendant 20 ans aux IPC et une approche cas contrôle. Alors comme on est à Paris, je vais simplement insister sur quelques chiffres épidémiologiques parisiens. On a commencé donc au moment de l'inauguration un registre parisien en mai 2011 sur l'ensemble des 4 départements franciliens. Et on a mis en place un système assez costaud qui fait que dans les minutes qui suivent la survenue d'un arrêt cardiaque dans ces 4 départements, nous sommes mis au courant de la situation et nous suivons en direct ce qui va se passer. Nous allons donc pouvoir suivre si les pompiers réaniment ou non le patient, ou si le patient est laissé décéder sur place. Si le patient est amené vivant à l'hôpital, on prend contact avec l'équipe hospitalière pour suivre le patient jusqu'à sa sortie d'hôpital. Et le patient est maintenant suivi quand il sort vivant de l'hôpital. Vous allez voir, c'est quand même une minorité des patients. Mais quand ils ont la chance de sortir vivant de l'hôpital, ces patients ont un suivi biannuel. Le problème de la mort subite, vous le connaissez bien, c'est qu'on se retrouve avec des informations relativement vagues, puisque le patient décède la plupart du temps avant que l'on puisse creuser un petit peu le dossier. C'est pour cette raison que l'on a mis en place une collaboration avec la sécurité sociale et on récupère donc toutes les codifications et l'historique médical et de prescription des patients décédés sur place. Donc ce registre francilien, on a récupéré donc depuis le 15 mai 2011 plus de 18 000 arrêts cardiaques. Parmi ces 18 000 arrêts cardiaques, près de 3 000 étaient d'origine extracardiaque et ne sont donc pas des morts subites stricto sensu. Et finalement, 9 000 morts subites avec tentative de ressuscitation ont donc été collectées. Si on fait l'extrapolation un petit peu à partir de cette population de 6,6 millions d'habitants, si on fait l'extrapolation sur la France entière, c'est-à-dire on a 10% de la population, on peut estimer que le nombre de morts subites annuelles en France extra-hospitalière est de 38 000. Alors quelles sont les caractéristiques très synthétiques de cette population? Eh bien l'âge médian, c'est un âge de 65 ans. La moitié de la population a moins de 65 ans, l'autre moitié a plus de 65 ans. 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Ça se passe essentiellement à la maison. L'arrêt cardiaque sur la voie publique, c'est effectivement pas plus d'1 tiers des cas des arrêts cardiaques. Un massage cardiaque est initié par le témoin dans moins d'une fois sur 2. Et finalement, le rythme est choquable, c'est-à-dire les IMS, c'est-à-dire le SAMU et les pompiers retrouvent un rythme choquable à l'arrivée dans 1/4 des cas. Mais ces données nous ont donné aussi beaucoup plus d'informations. On s'est par exemple rendu compte, et ça n'avait été jamais décrit jusqu'alors, que la femme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années a 30 fois moins de chances ou de risque de faire un arrêt cardiaque pendant le sport que l'homme du même âge. En termes d'étiologie, effectivement, vous retrouvez effectivement une prépondérance écrasante de la maladie coronaire, qu'elle soit sous forme de maladie coronaire chronique chez le patient qui a un antécédent d'infarctus ou sous la forme d'un syndrome coronarien aigu. Et finalement, les canalopathies et les maladies électriques du cœur sur cœur structurellement sain ne représentent que 5 à 10% des cas. Un mot maintenant sur le devenir de ces patients. Eh bien, effectivement, vous voyez que la vue du cardiologue, quand un cardiologue parle de mort subite, peut être relativement biaisée, puisqu'on se rend compte que moins d'1 tiers des patients vont arriver vivants en réanimation, et qu'au total, le cardiologue ne verra que 7% des survivants des morts subites qui surviennent chaque année en France. Et quand on regarde à l'échelle nationale, on a par exemple le registre du sportif que l'on a mené sur 60 départements français. Eh bien, cette survie, on se rend compte qu'elle varie énormément entre les départements. Il y a certains départements qui ont 0% de survie en cas de mort subite du sportif, alors que d'autres départements comme Montbard, la Côte d'Or et donc le département du Nord, Lille, ont plus de 43% de survie à la sortie de l'hôpital. Et on voit effectivement que ces différences sont essentiellement le reflet de ce que fait le témoin au moment de l'arrêt cardiaque. Est-ce qu'il initie un massage cardiaque ou non? Et puis, ce registre nous permet de mieux comprendre par exemple, où faut-il installer les défibrillateurs à Paris.
eh bien, ça nous a permis effectivement d'évaluer sur plus de 2200 cases, carrés de 200 mètres sur 200 mètres, d'évaluer où, finalement, survenaient les arrêts cardiaques extra-hospitaliers sur la voie publique à Paris. Et on s'est rendu compte, c'était pas illogique, que effectivement les arrêts cardiaques sont répartis de façon très hétérogène à Paris. Ils sont répartis essentiellement au niveau des gares. Mais par contre, on s'est rendu compte que effectivement, ils se répartissent essentiellement au niveau des gares parce que le flux de personnes qui passent dans le gare est extrêmement important par rapport aux autres lieux de la capitale. Mais on s'est rendu compte également qu'à flux de personnes identiques, les gares restaient une localisation prédominante par rapport aux lieux de fréquentation identiques qui n'étaient pas des gares. Et puis on s'est rendu compte d'une deuxième chose. On s'est rendu compte que finalement la mort subite, elle n'est pas si subite contrairement à ce que l'on croit. La mort subite n'est pas si subite parce qu'effectivement quand on va vraiment fouiller dans l'histoire médicale du patient, on se rend compte qu'une fois sur deux, le patient a des symptômes caricaturaux, et notamment des douleurs thoraciques angineuses, des syncopes, et que ces patients en général ont consulté d'ailleurs les services des urgences ou les praticiens ou les médecins traitants libéraux. Et que évidemment le patient qui a des symptômes et qui les considère en appelant le 15, eh bien il a 7 fois plus de chances de survivre de son arrêt cardiaque par rapport à celui qui n'appellera pas le SAMU. Et donc ça ouvre la porte à une prévention qui est complètement différente de celle que l'on connaît jusqu'à présent, c'est-à-dire la prévention traditionnelle basée sur la mise en place d'un défibrillateur chez les patients les plus à risque. C'est le concept de prévention subaiguë, c'est qu'avec les nouvelles technologies, être capable d'identifier les patients coronariens qui sont plus à risque de faire un arrêt cardiaque dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Et nous sommes essentiellement en train de travailler sur justement essayer de mieux comprendre pourquoi les patients qui font un infarctus vont finalement avoir un haut risque ou un bas risque de fibrillation ventriculaire en phase aiguë. Donc j'ai discuté ici essentiellement des données épidémiologiques de l'activité très vaste du centre d'expertise mort subite, mais vous avez bien compris que c'était beaucoup plus large que ça et que nous sommes extrêmement nombreux à travailler sur cette problématique. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Professor Marion. Merci, professeur Marion. Donc, j'avais déjà dit que le temps est un facteur clé dans ce cas, mais là, nous avons, d'après ce que vous avez dit, d'autres facteurs importants. Nous devons éduquer le public, le grand public, pour la ressuscitation et les premiers secours quand il y a un arrêt cardiaque. Si nous... Il est important que nous puissions apporter les soins, les premiers secours. Oui, merci, Monsieur le doyen. Je voudrais simplement féliciter Marie-Jo, notre collègue, professeur Marie-Jo, de son excellent exposé et des travaux qu'il a réalisés sur la mort subite. Je voudrais aussi rappeler que l'Académie de médecine a obtenu en 2007 un décret fondamental qui permet actuellement à toute personne, même non médecin, d'utiliser un défibrillateur automatique qui est accroché sur un mur ou dans un lieu public. Avant, le public non médical n'avait pas le droit de toucher au défibrillateur. Ça a été obtenu le 4 mai 2007. Et à partir de cette date, l'Académie de médecine a également obtenu une multiplication, une diffusion des défibrillateurs dans les lieux publics, car avant il y en avait peu, il n'y en avait même pas dans les terrains de sport, sur les terrains de sport. Donc je pense que notre académie a joué un rôle important dans la prévention de la mort subite, et vous avez tout à fait raison, il y a encore beaucoup à faire justement pour dépister les sujets à risque de mort subite. Voilà, je crois que le panel qui était prévu ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a une nouvelle session qui va suivre.
une session sur les maladies infectieuses et je remercie les orateurs, on va pas faire de discussion, les orateurs et le président, le professeur Amran, de cette superbe session consacrée à la cardiologie.